Candide ou l'optimisme, conte philosophique publié en 1759 par Voltaire, est une œuvre majeure des Lumières. Il s'agit d'une critique acerbe de la société de l'époque, qui se dissimule sous les traits d'un conte satirique. Avec son style ironique et mordant, Voltaire s'attaque à des thèmes variés comme la guerre, la religion, l'injustice, et surtout l'optimisme métaphysique défendu par Leibniz, incarné dans le personnage de Pangloss. Le récit suit les pérégrinations du jeune Candide, constamment confronté à la misère et à l'injustice du monde, mais animé d'une quête de bonheur et d'amour. Voici un résumé détaillé des aventures de Candide et de ses compagnons. Chapitre 1, Candide au château de Thundertentronckh. L'histoire débute en Westphalie, dans le plus beau des châteaux, celui de Thundertentronckh. Candide, jeune homme au cœur pur, y est élevé par le baron, l'un des plus puissants nobles de la région. Il est supposé être le fils illégitime de la sœur du baron, mais il vit dans le confort et l'innocence, partageant les leçons de son précepteur Pangloss. Pangloss enseigne à Candide une philosophie optimiste, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, doctrine inspirée des idées de Leibniz. Candide, influencé par ses enseignements, vit donc dans une douce béatitude. Cependant, son amour pour Cunégonde, la fille du baron, va précipiter sa chute. Un jour, Candide et Cunégonde échangent un baiser innocent, mais le baron, indigné, chasse Candide du château à coups de pied. Chapitres 2 à 4, Candide dans l'armée bulgare. Exilé et désespéré, Candide erre dans la neige et finit par être enrôlé de force dans l'armée bulgare. Là, il découvre la violence du monde, les abus de l'autorité, la brutalité de la guerre. Après avoir été battu et témoin de massacres terribles, il réussit à déserter. Candide arrive finalement en Hollande, où il rencontre un homme charitable qui l'aide. C'est aussi là qu'il retrouve Pangloss, son ancien précepteur, désormais dans un état misérable, défiguré par la syphilis. Pangloss raconte alors à Candide que le château a été détruit par les Bulgares, que Cunégonde a été violée et assassinée, et que tout le monde est mort. Chapitres 5 à 7, malgré Lisbonne et le tremblement de terre, Pangloss continue à affirmer que Candide et Pangloss partent ensemble pour Lisbonne, mais lors de leur traversée, une tempête éclate. Ils échappent de peu à la mort, mais le navire fait naufrage et un tremblement de terre ravage la ville à leur arrivée. Lisbonne est en ruine et les survivants sont persuadés que cette catastrophe est une punition divine. Pour apaiser la colère de Dieu, l'Inquisition décide d'organiser un autodafé. Pangloss est pendu et Candide, malgré ses protestations, est flagellé. Cependant, par un miracle, Candide retrouve Cunégonde vivante, mais elle est désormais la maîtresse d'un riche juif et d'un grand inquisiteur. Candide, toujours amoureux d'elle, la délivre en tuant les deux hommes. Ils s'enfuient ensemble, accompagnés de la vieille servante de Cunégonde, qui, en dépit de sa laideur, est un personnage central dans le récit à venir. Chapitres 8 à 12, la vieille et son passé. La vieille femme, qui accompagne désormais Candide et Cunégonde, révèle son histoire tragique. Elle est la fille d'un pape et d'une princesse italienne. Malgré sa naissance illustre, elle a connu toutes les misères du monde, elle a été enlevée, réduite en esclavage, violée, mutilée. Elle raconte ses mésaventures avec une ironie amère, se moquant de la croyance aveugle en un optimisme sans fondement. Elle en vient à une conclusion cinglante, il faut renoncer à l'optimisme. Chapitres 13 à 19, Voyage en Amérique du Sud. Candide, Cunégonde et la vieille fuient vers l'Amérique du Sud, espérant y trouver refuge. En Argentine, Candide rencontre le gouverneur Don Fernando, qui s'éprend de Cunégonde et la garde pour lui. Candide, obligé de fuir seul, rencontre ensuite Cacambo, un valet intelligent et pragmatique, qui devient son fidèle compagnon. Il traverse plusieurs péripéties, rencontre des jésuites, des indiens cannibales, et découvre les horreurs du colonialisme. Leur chemin les mène finalement à l'Eldorado, une cité utopique où l'or coule à flot et où les habitants vivent dans une paix et une harmonie parfaite. Candide est émerveillé, mais il décide de quitter cet endroit idyllique, emportant avec lui des richesses incalculables pour retrouver Cunégonde. Chapitres 20 à 24, Retrouvailles et désillusions en Europe. De retour en Europe, Candide apprend que les richesses de l'Eldorado sont volées ou dilapidées en chemin. Après plusieurs déceptions, il retrouve enfin Cunégonde à Venise, mais elle est devenue vieille et laide, ayant perdu toute sa beauté. Malgré cela, Candide est déterminé à l'épouser, fidèle à sa promesse. À ce stade, plusieurs autres personnages réapparaissent, Pangloss, que Candide croyait mort, ainsi que Martin, un compagnon de voyage pessimiste rencontré en chemin. Ce dernier incarne une vision opposée à celle de Pangloss, il voit le monde comme un lieu de souffrance et de malheur inévitable. Les dialogues entre Pangloss et Martin offrent à Voltaire l'occasion de critiquer les excès de l'optimisme et du pessimisme. Chapitres 25 à 30, la conclusion, il faut cultiver notre jardin. Les dernières pages du livre montrent Candide, Cunégonde, Pangloss, Martin, Cacambo et la vieille femme s'établissant dans une petite ferme. Candide, après tant de désillusions, ne croit plus à l'optimisme aveugle de Pangloss. Lorsque Pangloss continue d'affirmer que tout ce qui leur est arrivé devait arriver, Candide, désabusé, conclut simplement, il faut cultiver notre jardin. Par cette phrase,
Voltaire invite à l'action pratique plutôt qu'à la contemplation ou aux spéculations philosophiques vaines. Il critique les systèmes philosophiques qui prétendent expliquer ou justifier la souffrance humaine, et propose, à la place, une approche plus réaliste et pragmatique de la vie. La conclusion du conte rejette l'utopie et prône une forme de sagesse modeste. Il faut travailler, s'occuper de ses proches, et se méfier des grandes théories qui prétendent tout expliquer. Le conte Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759, cache une satire mordante des idées philosophiques, sociales et religieuses de son temps. L'intrigue suit le parcours de Candide, un jeune homme naïf, à travers un monde rempli de misère, de cruauté, et d'injustice. À travers une série d'épreuves, Voltaire invite ses lecteurs à réfléchir sur la condition humaine, à démystifier certaines croyances et à questionner les fondements des doctrines optimistes. Le récit peut être lu à plusieurs niveaux, chacun révélant une couche de critique et de réflexion sur l'existence. Premier niveau de lecture, l'aventure d'un jeune homme naïf à travers un monde cruel. Le premier niveau de lecture de Candide est celui du récit d'aventure, où Voltaire déroule une série d'événements incroyables et souvent violents, vécus par un jeune héros qui traverse le monde en quête d'amour et de bonheur. Candide est un jeune homme élevé dans le château du baron de Thundertentronckh, en Westphalie. Il est décrit comme étant d'une simplicité désarmante, ce qui lui vaut d'être aimé de tous, y compris de Cunégonde, la belle-fille du baron. Son précepteur, Pangloss, lui enseigne que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles », un adage qu'il répétera tout au long du récit, malgré les catastrophes qui l'entourent. Candide, influencé par cette doctrine optimiste, croit fermement à la bonté inhérente du monde. Cependant, lorsqu'il est surpris en train d'échanger un baiser avec Cunégonde, il est brutalement chassé du château. Ce premier événement marque le début de son voyage initiatique. Candide est enrôlé de force dans l'armée bulgare, où il est confronté à la brutalité de la guerre, et devient le témoin de massacres d'une sauvagerie insoutenable. Ce passage expose la violence du monde sous ses traits les plus barbares. Après avoir déserté, il est secouru par Jacques, un anabaptiste bienveillant, qui l'emmène à Lisbonne. Les événements se succèdent ensuite de manière rapide et trépidante. Candide rencontre Pangloss, affligé par la syphilis, mais toujours fidèle à ses idées. Ensemble, ils échappent à un naufrage pour découvrir Lisbonne en ruine après un tremblement de terre. Le désespoir des survivants est accentué par l'Inquisition qui, croyant apaiser la colère divine, organise un autodafé au cours duquel Pangloss est pendu et Candide fouetté. Dans ce premier niveau de lecture, le récit prend la forme d'un conte d'aventure où les péripéties s'enchaînent sans relâche. Candide, toujours guidé par son amour pour Cunégonde et sa foi en l'optimisme de Pangloss, continue à traverser les épreuves les plus terribles. Il tue un inquisiteur, fuit en Amérique du Sud, rencontre des cannibales, découvre l'Eldorado, une utopie dorée dont il repart pourtant insatisfait. À chaque étape, il semble s'éloigner un peu plus de sa quête initiale de bonheur. Deuxième niveau de lecture, une satire philosophique et politique. Derrière ce premier niveau de lecture se cache une critique cinglante de la philosophie optimiste et de la société de l'époque. Voltaire utilise Candide comme un véhicule pour démolir les illusions de ceux qui, comme Leibniz, croyaient que le mal dans le monde servait un bien supérieur. La doctrine de Pangloss, qui affirme que tout est parfait, même quand la syphilis ou les tremblements de terre tuent des milliers de personnes, devient l'objet d'une satire mordante. Voltaire présente ainsi l'optimisme métaphysique comme une absurdité, un masque que la philosophie utilise pour ignorer les souffrances réelles. À chaque étape du récit, les personnages sont confrontés à des catastrophes qui remettent en question les idées de Pangloss. Lors du tremblement de terre de Lisbonne, un événement historique qui a réellement eu lieu en 1755, Voltaire critique implicitement l'Église et les philosophes qui cherchaient à justifier cette catastrophe par des causes divines ou métaphysiques. L'Inquisition, par exemple, croit qu'en brûlant quelques hérétiques, elle pourra détourner la colère divine. Cette scène symbolise la folie des hommes qui s'accrochent à des dogmes pour expliquer l'inexplicable. En présentant des personnages comme Jacques l'Anabaptiste, qui est tué par hasard en tentant de secourir des marins, Voltaire oppose la bienveillance humaine à la cruauté absurde du monde. Candide, qui commence à douter des enseignements de Pangloss, voit la bonté du monde battue en brèche par la réalité brutale de la guerre, de la maladie, de la misère. Dans ce deuxième niveau de lecture, Candide se lit comme une attaque contre la fausse consolation des philosophies trop abstraites. Voltaire remet également en question le rôle de la religion dans la perpétuation de ces illusions. L'Église, à travers les personnages des inquisiteurs, est ridiculisée pour ses superstitions et sa cruauté. Même le pape, représenté à travers le récit de la vieille femme, est tourné en dérision, sa propre fille ayant vécu dans la souffrance la plus abjecte. Troisième niveau de lecture, une réflexion morale et existentielle. Enfin, Candide se déploie dans un troisième niveau de lecture, plus subtil, où Voltaire interroge le sens même de la vie humaine et des actions individuelles. Le parcours de Candide n'est pas seulement une critique des idées philosophiques ou des institutions sociales, mais aussi une exploration des réponses que l'homme peut apporter à la souffrance et au mal. Au fil de ses aventures, Candide évolue. Si au départ il suit aveuglément les idées de Pangloss,
sa foi en l'optimisme s'effrite progressivement à mesure qu'il est témoin d'injustice et de tragédie. L'arrivée en Eldorado, ce royaume utopique où l'or n'a aucune valeur et où tout est en harmonie, représente un tournant crucial. Candide y voit la possibilité d'un monde parfait, mais il le quitte pourtant, insatisfait. Ce départ montre que même dans un monde sans mal, l'homme ne peut s'empêcher de chercher autre chose. La perfection théorique d'Eldorado ne suffit pas à combler le désir humain. À travers cette quête inachevée, Voltaire semble suggérer que l'homme ne peut pas atteindre le bonheur absolu, mais qu'il doit tout de même agir, persévérer. Le retour de Candide en Europe, où il retrouve Cunégonde, désormais laide et désenchantée, illustre cette désillusion. Candide choisit de l'épouser malgré tout, marquant ainsi son renoncement à l'idéalisme et son acceptation de la réalité telle qu'elle est. C'est finalement dans les derniers chapitres que se révèle la véritable leçon morale du conte. Candide, entouré de ses compagnons désillusionnés, conclut qu'il faut « cultiver notre jardin ». Cette phrase, en apparence simple, est d'une profondeur morale considérable. Elle signifie que l'homme ne doit pas se perdre dans les abstractions métaphysiques ou dans la recherche de réponses universelles aux maux du monde. Il doit, au contraire, se concentrer sur les tâches quotidiennes, sur le travail concret et modeste qui, seul, peut lui apporter une forme de paix et d'accomplissement. Cette réflexion existentielle s'articule aussi à travers le personnage de Martin, un philosophe pessimiste que Candide rencontre lors de son voyage en Europe. Contrairement à Pangloss, Martin voit le monde comme un lieu de souffrance permanente. Il est l'incarnation du pessimisme le plus noir, et ses discussions avec Candide offrent un contrepoint à l'optimisme béat de Pangloss. Cependant, Voltaire ne nous donne pas de solution simple. Entre l'optimisme absurde de Pangloss et le pessimisme désespéré de Martin, il propose une voie intermédiaire, celle du travail et de l'action. Les personnages clés et leur rôle dans l'allégorie. Candide représente l'innocence et la naïveté, mais il est aussi le vecteur de l'évolution morale du conte. À travers lui, Voltaire montre comment l'homme peut passer de la candeur aveugle à une forme de sagesse pratique. Candide est le miroir de chaque lecteur, confronté aux dures réalités du monde et à la nécessité de trouver sa propre voie face au mal. Pangloss est le précepteur de Candide et un fervent adepte de la philosophie leibnizienne, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il incarne, de manière caricaturale, l'optimisme métaphysique aveugle et dogmatique, ce qui fait de lui une cible privilégiée de la satire voltairienne. Malgré les innombrables catastrophes auxquelles il est confronté, maladie, pendaison, pauvreté, Pangloss ne renonce jamais à sa doctrine. Son rôle dans l'allégorie est celui du philosophe idéaliste déconnecté de la réalité, enfermé dans un système de pensée qui refuse d'admettre la souffrance humaine. Voltaire critique ainsi les intellectuels qui, comme Pangloss, cherchent à tout expliquer par des raisonnements abstraits, sans prendre en compte les vérités tangibles de la vie. Cunégonde, fille du baron de Thunderteltronckh, est la figure centrale de l'amour idéalisé de Candide. D'abord belle et pleine de grâce, elle devient l'objet de la quête du héros, son fil conducteur à travers ses nombreuses péripéties. Cependant, au fur et à mesure de l'histoire, elle subit elle aussi de nombreux malheurs, violée, réduite en esclavage, vendue à plusieurs hommes. À la fin du récit, Cunégonde a perdu sa beauté et son éclat, mais Candide, fidèle à sa promesse, choisit tout de même de l'épouser. Cunégonde illustre la désillusion face aux idéaux de jeunesse, son destin reflétant la transformation de l'amour romantique en une simple obligation morale. Ce changement physique et symbolique renforce la critique du bonheur idéal et de l'optimisme aveugle. La vieille femme, figure fascinante et tragique, la vieille femme est un personnage emblématique du réalisme cru qui imprègne le récit de Voltaire. Servante de Cunégonde, elle a elle-même connu une vie de souffrance et de misères inimaginables. Fille d'un pape et d'une princesse, elle a été réduite en esclavage, violée, mutilée et témoin de multiples atrocités. Sa résilience et son cynisme en font un contrepoint direct à l'optimisme de Pangloss. La vieille femme incarne une sagesse durement acquise, celle qui reconnaît la nature chaotique et impitoyable de la vie humaine. Son expérience illustre la réalité brutale à laquelle sont confrontés les individus, et elle en arrive à une conclusion pragmatique: malgré tout, il faut continuer à vivre, même avec l'amertume et la souffrance. Martin, un autre philosophe rencontré par Candide lors de son voyage en Europe, incarne la vision du pessimisme absolu. Contrairement à Pangloss, qui voit toujours le bien derrière chaque mal, Martin est convaincu que le monde est essentiellement mauvais et que la souffrance est inévitable. Martin n'est pas une caricature comme Pangloss, mais il représente une vision du monde plus terre à accent grave-terre, bien que tout aussi extrême. Il est le compagnon de voyage de Candide lors de son retour en Europe, et leur dialogue offre un contrepoint à l'optimisme excessif de Pangloss. Martin n'est pas seulement un cynique, il est aussi le porte-parole de la lucidité, mais une lucidité qui peut devenir désespérante si elle est poussée à l'extrême. En critiquant aussi bien l'optimisme que le pessimisme, Voltaire invite ses lecteurs à chercher une voie médiane, où la lucidité et l'action sont préférables au système philosophique rigide. Cacambo, valet et compagnon fidèle de Candide, Cacambo est un personnage pragmatique et débrouillard. Contrairement aux philosophes comme Pangloss ou Martin, il n'est pas intéressé par les théories abstraites. Il est un homme d'action, capable de s'adapter à toutes les situations, qu'il s'agisse de négocier avec des indigènes cannibales ou de s'échapper des griffes des tyrans. Cacambo est la voix du pragmatisme dans le récit, celui qui, face aux difficultés, ne cherche pas de grandes explications métaphysiques, mais se contente d'agir efficacement.
Il représente une alternative pratique aux personnages de Pangloss et Martin, et son rôle dans l'allégorie est celui